Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de vidéos de cours de comptabilité et de gestion. Vous êtes ici donc sur une vidéo de comptabilité approfondie où on va aborder les augmentations de capital d'une société, augmentations qui apparaissent soit dans le cas d'une croissance, soit dans le cas de restructuration de société. Pour cela, je vous propose dans un premier temps d'aborder le fonctionnement de l'augmentation de capital, le traitement des frais d'augmentation et le traitement de la prime d'émission. Et après, nous verrons les deux types de catégories d'augmentation de capital. Il a bien fallu catégoriser un peu. L'augmentation de capital par apport nouveau et l'augmentation de capital sans apport nouveau. On verra qu'il y a des sous-catégories à chaque fois. Et à la fin, je vous propose une petite application corrigée pour vérifier que vous avez bien compris. Le temps d'un petit jingle et on commence. Alors, déjà, ce chapitre fait suite au chapitre sur la constitution de société, sur l'apport en capital. Donc, on va retrouver quand même un certain nombre d'éléments. Donc, on va commencer par expliquer le fonctionnement d'une augmentation de capital. Alors, pourquoi faire une augmentation de capital? Il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est qu'on a besoin de financement pour la croissance de l'entreprise, pour de nouveaux investissements ou de façon générale pour la croissance. Il faut savoir qu'en France, les banques, le secteur bancaire est certes le premier pourvoyeur du financement de l'entreprise, mais le marché, l'augmentation de capital est une bonne solution. Et puis, autre cas de figure qui va nécessiter une augmentation de capital, c'est l'entreprise qui veut se restructurer, qui veut consolider un petit peu son capital, qui va vouloir en fait jouer sur sa structure financière et donc sa solidité financière. De façon générale, l'augmentation de capital doit être votée en assemblée générale extraordinaire, sous condition. Une condition en particulier est que le capital existant doit être libéré. C'est-à-dire que si on n'a pas déjà libéré le capital existant, s'il n'a pas déjà été versé, on ne peut pas faire une nouvelle augmentation de capital. Pour faire cette augmentation de capital, on a deux modalités. Soit on va émettre de nouvelles actions, soit on va augmenter le nominal des actions existantes. La plus courante reste l'émission de nouvelles actions. Ça va dépendre un petit peu si on veut qu'il y ait une dilution du capital ou pas, si on veut l'entrée de nouveaux actionnaires. Si surtout on ne veut pas l'entrée de nouveaux actionnaires, on va faire une augmentation du nominal des actions existantes en espérant que l'actionnariat présent est très fidèle. Mais c'est souvent l'émission de nouvelles actions qui va être privilégiée. Cette émission se fait au prix d'émission. Ce prix d'émission peut être différent du nominal. Le nominal, c'est la valeur de l'action dans l'absolu, on va dire, et le prix d'émission, c'est donc le prix auquel on va le payer, et donc le prix d'émission, c'est le nominal plus une prime d'émission. Alors, en fait, lorsqu'on est une entreprise qui est, comment dirais-je, qui a une anticipation plutôt favorable, c'est-à-dire que si on pense que l'entreprise va gagner d'argent, elle va avoir la possibilité de vendre des nouvelles actions à un prix supérieur au nominal. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que le prix d'émission, certes, il peut être supérieur au nominal, mais il faut qu'il soit inférieur au cours de bourse, puisque sinon les actionnaires vont plutôt aller chercher des actions sur la bourse, et donc l'entreprise ne pourra pas aller chercher les financements. Il y a deux types d'augmentation de capital, c'est ce qu'on va voir après. En termes de classification, je les ai classés comme ça, mais chacun va choisir sa classification. On a le premier cas de figure où on a une augmentation de capital avec des apports nouveaux. Donc c'est vraiment l'objectif de financer la croissance de l'entreprise. Donc ces apports nouveaux, ça peut être des apports en nature, ça peut être des apports en numéraire, soit classiques avec des nouvelles actions, soit des émissions de bons de souscription d'actions. Et puis, on peut avoir une augmentation de capital sans apport nouveau. Et donc là, on va plutôt être dans la restructuration du capital de l'entreprise. On va avoir une augmentation par incorporation de réserve, par compensation de créances, et par paiement des dividendes en actions. Et donc, on va voir tous ces types d'augmentation de capital. Pour augmenter le capital par rapport nouveau, donc on a dit soit un apport en nature, soit un apport en numéraire. Il faut savoir que derrière, il y a une libération et que cette libération, comme on a des nouveaux apports, on a une libération, elle est réglementée comme précédemment dans le cas de la Constitution en fonction du statut de la société. Voici un tableau récapitulatif. Voilà, donc dans le cas d'une augmentation de capital, les apports en numéraire, c'est la première partie,
doivent être libérés selon les statuts dans le cas des sociétés en non collectif et de sociétés en commandite simple. Ils doivent être libérés de 25% minimum pour le nominal et 100% la prime d'émission. Donc de façon générale, la prime d'émission doit être libérée en totalité à la souscription dans le cas d'une société anonyme, société en commandite par action, société par action simplifiée et société par action simplifiée unipersonnelle. Et donc la libération doit avoir lieu dans les 5 ans. Et puis dans le cas d'une SARL ou d'une ERL, c'est 25% minimum du nominal, et puis le solde dans les 5 ans. Et c'est à négocier au niveau de l'entreprise, de savoir quand est-ce qu'on va libérer, quand est-ce qu'on va verser la prime d'émission. On peut l'échelonner, on va rester dans le délai de 5 ans, mais on peut avoir un échelonnement libre défini au sein de ces sociétés. Pour ce qui est d'un apport en nature, comme dans le cas d'une constitution de société, il doit être libéré 100% à la souscription. Traitons donc maintenant du cas particulier des frais d'augmentation et de la prime d'émission, et après on fera des comptabilisations. Donc la prime d'émission, dans un premier temps, on a dit c'est la différence entre le prix d'émission et le nominal, et donc cette prime d'émission doit être libérée en totalité lors de l'augmentation de capital. Je simplifie un peu, mais c'est généralement quand même ce qu'il faut retenir. Pour les frais d'augmentation de capital, ils vont être comptabilisés en frais d'établissement. Ça, c'est la première méthode. Donc, c'est le compte 201. Alors, 2013, c'est pas l'année. Donc, c'est des frais d'établissement. Donc, frais d'établissement, c'est le compte 201. Et si vous regardez dans les comptes 201, on a le compte 201.3, frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses. Et donc, ces frais, si on enregistre en frais d'établissement, donc en immobilisation, on va l'amortir ensuite sur 5 ans maximum. Autre méthode, on va imputer ces frais d'augmentation du montant net d'impôt, on va l'imputer sur la prime d'émission. Alors, c'est a priori la méthode de référence, et si la prime est insuffisante, on enregistrera ces frais d'augmentation du capital en charge. Je vous montre le schéma d'écriture. Donc, lorsque on est sur une imputation sur le montant net des impôts, on a donc ma prime d'émission. Donc, je réduis ma prime d'émission du montant de mes frais d'établissement net d'impôt. J'enregistre un impôt sur les bénéfices. Ces frais, généralement, en partie, ces frais sont soumis à TVA. Donc, on a de la TVA déductible. Et donc là, c'est le paiement. Voilà, passons maintenant à l'augmentation de capital par rapport au nouveau. On a dit qu'il y avait 3 possibilités, par rapport en numéraire, par émission de bons de souscription d'actions et par rapport en nature. Donc, une chose qui va être importante lors de ces augmentations par rapport au nouveau, c'est ce qu'on appelle le droit préférentiel de souscription, en particulier dans le cas d'une augmentation de capital en numéraire. Je vous explique un petit peu ce qui se passe. Lorsqu'on a une augmentation de capital, l'ancien actionnaire a une part de l'entreprise qui diminue. Donc, l'idée, c'est de bien identifier déjà ça. Donc, je vous essaie de vous faire un petit schéma. Donc, ça, c'est la part d'un ancien actionnaire par rapport au capital total. Si il y a une augmentation de capital, donc deuxième cas, si je fais une augmentation de capital, eh bien, la part, le nombre d'actions de mon actionnaire ne change pas, mais la part que ça représente, si j'ajuste un petit peu, on se rend compte ici que la part est plus faible. Et donc, l'idée de ces droits préférentiels de souscription est de compenser cette perte proportionnelle de l'ancien actionnaire. Donc, à chaque action existante, on va associer un droit préférentiel de souscription. Ce droit préférentiel de souscription va permettre à l'ancien actionnaire d'acquérir une nouvelle action. Donc, une ancienne action permet d'acquérir une nouvelle action. Ce qui va permettre à celui qui veut posséder toujours la même partie du capital d'acheter proportionnellement à l'augmentation de capital, et donc il verra sa part dans l'entreprise qui reste constante. Mais ces droits préférentiels de souscription peuvent aussi être vendus. C'est-à-dire que si l'actionnaire n'a pas les moyens ou n'a pas envie de souscrire à cette augmentation de capital, en fait, ce qui va se passer, c'est que
sa valorisation boursière de ses actions va baisser. Donc pour compenser ça, il a la possibilité de vendre les droits préférentiels de souscription. Il faut savoir que le droit préférentiel de souscription qui est alloué par action existante est ce qu'on appelle un droit de souscription à titre irréductible. On est obligé de vous en donner. Par contre, si vous voulez souscrire à l'augmentation de capital de façon plus importante que ce que vous aviez déjà, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez de droits préférentiels de souscription, il va falloir en acheter. Et donc, ceux que vous allez acheter sont dits à titre réductible, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de vous en vendre. Donc, vous ne serez pas sûr d'avoir exactement le nombre souhaité. Donc, à titre irréductible, vous êtes sûr de posséder le même nombre de droits préférentiels de souscription que d'anciennes actions. À titre réductible, ça veut dire que si vous en voulez plus, vous n'êtes pas sûr d'avoir exactement le nombre de droits préférentiels de souscription que vous avez demandé. Donc cette notion de droit préférentiel de souscription, évidemment, elle va avoir une incidence dans la comptabilisation de l'augmentation du capital en numéraire. Donc, on va le faire en 2 temps. Je ne vais pas revenir sur tous les schémas d'écriture. J'ai un petit peu simplifié par rapport à la vidéo de constitution de société, en supposant que vous aviez à peu près la logique. Donc, voici donc première écriture, une augmentation de capital. Donc on va avoir les associés qui souscrivent. On va avoir donc du capital qui est souscrit non appelé, puisqu'on a dit qu'on va avoir une libération de 25% minimum, mais ce n'est pas forcément libéré en totalité. Et donc on crée, entre guillemets, une augmentation de capital. Typiquement, l'augmentation de capital, elle se trouve ici, cette augmentation de capital qui est complétée, on va dire, par la différence entre le nominal et le prix d'émission, c'est la prime d'émission. Lorsque les associés payent, ils vont payer donc une partie du nominal et la totalité de la prime d'émission. Et donc ici, on a des frais. Donc ici, je vais débiter, on a dit on affecte les frais sur la prime d'émission. Donc je viens réduire le montant de la prime d'émission en fait du montant du frais de l'augmentation de capital. C'est-à-dire qu'en fait ma prime d'émission c'est combien ça me rapporte en plus de nominal et je vais réduire ce surplus de combien me coûte l'opération. Donc c'est pour avoir en fait une prime d'émission nette des frais. Et donc on solde le compte associé versement reçu. Si on veut encore simplifier, il est clair qu'on peut passer une écriture où on n'utilise pas les comptes 45-63 et on fait tout en une seule fois. Ça ne changera pas les conséquences sur les états financiers à la fin. Deuxième cas de figure d'augmentation de capital, on a dit lorsqu'on fait une émission de bons de souscription d'actions, ce qu'on note BSA. Et puis après, on peut mixer les deux, mais bon là, on va rester sur des cas séparés. Donc, les bons de souscription d'actions, c'est des titres, c'est un instrument financier. C'est en fait une option d'achat d'une action. Ça permet aux détenteurs de ces bons de souscription d'actions d'acheter des actions à un prix fixé sur une période donnée. Cette émission de bons de souscription d'actions conduit en fait à une augmentation de capital en 2 temps. Dans un premier temps, on va faire une souscription des bons de souscription d'actions. Donc en fait, j'ai une première petite augmentation de capital correspondant à la valeur des bons de souscription d'actions, qui est en fait très faible. Et dans un second temps, sur une autre période, les détenteurs de ces bons de souscription d'actions vont pouvoir acquérir des actions. Et c'est la deuxième étape. Je vais avoir un achat d'actions de ceux qui exercent les bons de souscription d'actions. Pour faire référence à quelque chose que vous connaissez peut-être déjà, ces bons de souscription d'actions, c'est le principe des stock options. C'est donc un intérêt double pour l'entreprise, puisque d'un côté, ça fait un mode de rémunération, et surtout, c'est un outil managériel, puisque ces bons de souscription d'actions vont inciter les salariés à travailler dans le sens d'une augmentation de la valeur boursière de l'entreprise, et donc dans le même sens que les actionnaires. Donc ça permet de ne pas avoir de divergence d'objectifs entre les actionnaires et les salariés, puisque souvent on se rend compte qu'on a quand même des divergences d'objectifs. Point de vue de la comptabilisation, donc on a dit première étape, la souscription des bons de souscription d'actions.
Donc, il faut savoir que je vais émettre des bons de souscription d'action et que ces bons de souscription d'action, dans l'absolu, ont une valeur nulle. Ça veut dire que s'il n'y a pas de souscription, il n'y a pas de comptabilisation. Et donc, faut savoir aussi que ces bons de souscription d'action, en fait, on a dit on fait une augmentation de capital en 2 temps, donc la valeur d'émission de souscription, des bons de souscription d'action, correspond à une avance sur la prime d'émission. Donc ça va être enregistré en prime d'émission. Donc voici le schéma d'écriture. Dans un premier temps, j'ai une souscription. Donc les actionnaires, ils achètent. Donc je débite 512 banques et donc je constate le fait qu'ils aient versé de l'argent sur l'augmentation de capital, donc c'est le compte 4563. Et dans un second temps, je vais donc émettre les bons de souscription et je les enregistre, on a dit, dans le compte 1045. Donc le compte 1045, c'est dans le compte 1000, je vais y arriver, 1040 qui sont les primes, dont les primes d'émission. Et ici, 1045, c'est donc bons de souscription d'action. Troisième augmentation de capital par rapport au nouveau, les augmentations de capital par rapport en nature. Donc on a la particularité, contrairement à ce qu'on avait dit précédemment, c'est que cette augmentation par rapport en nature est libérée tout de suite et on n'est pas obligé d'attendre la libération du capital social, puisque ce n'est pas du numéraire, donc il n'y a pas de souci, on peut faire une augmentation de capital par rapport en nature, même si tous les apports les apports en numéraire ne sont pas libérés. Par contre, il faut savoir que cette opération, on va valoriser les apports et donc cette valorisation des apports doit se faire par un commissaire aux apports. Comme ici, il n'y a pas d'argent, on va dire ça comme ça, il n'y a pas de droit préférentiel de souscription. Par contre, on va se retrouver avec une prime d'apport. La prime d'apport, c'est la différence entre la valeur nominale et la valeur des apports. Donc, je vous donne le schéma comptable. On va donc comptabiliser les apports. Donc, souvent, quand on est sur une augmentation de capital, on est sur des apports qui correspondent à des immobilisations. Et donc, on va constater, d'une part, une augmentation de capital qui correspond au nominal, donc a été négocié, hein. Et puis, d'autre part, la différence entre le nominal et la valeur des apports. Donc, ça, c'est pour un apport en nature. Deuxième catégorie d'augmentation de capital, les augmentations de capital sans apport nouveau. Donc on a dit incorporation de réserve, conversion d'une dette en capital et paiement des dividendes en actions. Donc premier cas de figure, on va donc incorporer des réserves pour faire une augmentation de capital. Donc en fait, il s'agit d'une distribution d'actions nouvelles gratuite, hein, puisqu'on ne demande pas, pour le coup, on ne demande pas d'argent. Hein, donc on va émettre des nouvelles actions sans avoir de trésorerie entrante. On va par contre avoir chaque action ancienne qui va donner droit à un droit d'attribution. Donc c'est à peu près la même notion que les droits préférentiels de souscription, c'est le même principe pour éviter une dilution du capital et une perte des anciens actionnaires. Et comme pour le cas des droits préférentiels de souscription, ce droit d'attribution peut être cédé, il peut être coté en bourse. Point de vue de la comptabilisation, on va donc annuler un compte de réserve, donc on va débiter un compte de réserve et on va l'intégrer au capital et on va l'intégrer au capital souscrit, appelé, versé directement. Deuxième possibilité d'une augmentation de capital sans apport, on va convertir une dette en capital. Donc comme précédemment, c'est une décision qui se fait en assemblée générale extraordinaire. Cette méthode a différents noms. On parle aussi de conversion d'une créance en capital. C'est-à-dire qu'un fournisseur ou un associé a une créance et donc on va transformer ça en capital. Ça permet en fait d'éteindre ou de réduire la dette de la société envers son créancier. Donc en fait, j'ai pas d'apport nouveau, mais je dois avoir une sortie de trésorerie. Et ben je vais compenser cette sortie de trésorerie. Je vais annuler, empêcher cette sortie de trésorerie et à la place, je vais émettre des actions pour ce créancier. Et en fait, point de vue écriture comptable, c'est assimilé à une augmentation de capital en numéraire. Il faut bien évidemment que la créance soit liquide, exigible, et il faut que les autres associés, ceux qui n'ont pas du coup de créance envers l'entreprise, eh bien renoncent à leurs droits préférentiels.
Ce créancier, il peut être associé, ça peut être un groupe, ça peut être une dette qui est attachée à des participations, et ça peut être un fournisseur. Et l'augmentation se fait en 2 temps. Dans un premier temps, on va avoir une conversion de la créance en... je ne l'ai pas fait dans le bon ordre, pardon. On va avoir une conversion de la créance en souscription. Donc ici, on va avoir une créance pour les apporteurs en capital appelé non versé. Et donc, je vais constater, comme précédemment, du capital appelé non versé et éventuellement une prime d'émission. Donc, tout dépend de la négociation un petit peu qu'il y a eu avec notre créancier. Ici, j'ai pris le cas où notre créancier, c'était un associé. Donc, cet associé, en fait, je vais réduire son compte courant et je solde la dette des apporteurs de capitaux avec du capital appelé non versé. Donc, dans un premier temps, je convertis la créance. Dans un second temps, je constate la conversion. Ça doit être troisième cas de figure, je suis un peu perdue dans mes comptes. L'augmentation de capital où on va payer les dividendes en actions. Alors, exceptionnellement, cette augmentation de capital, c'est une décision qui peut être prise en assemblée générale ordinaire à tous les actionnaires, puisqu'en fait, il s'agit de changer la nature des dividendes qui seront versés non pas en liquidité, mais en actions. Et c'est lors de l'assemblée générale ordinaire qu'on vote la répartition et l'affectation des bénéfices sous forme de dividendes. Ça peut porter seulement sur une partie des dividendes ou sur l'ensemble des dividendes. On n'est pas obligé de faire l'ensemble des dividendes qui sont payés sous forme d'actions. Et comme dans le cas d'un apport en nature, il faut savoir que le prix d'émission sera vérifié par un commissaire aux comptes. Point de vue schéma d'écriture comptable, on avait une dette envers nos actionnaires avec un dividende à payer. Eh bien, on paye, donc on paye sous la forme d'actions. Donc, on constate un capital souscrit appelé non versé, hein, puisque là, il n'y a pas de versement, pour le montant qui a été, pour le montant nominal, je vais arriver, excusez-moi, pour le nominal. Et ici, on a la prime d'émission. Comme vous avez pu le voir, il y a différents cas de figure. Ça fait quelques cas de figure effectivement à prendre. Mais je vous rassure, il va être en fait très important de bien lire le sujet pour pouvoir s'adapter au sujet. Donc ce que je vous propose pour vous rassurer un petit peu, c'est de voir un petit peu comment ça se passe, quels sont les types de questions sur lesquelles vous pouvez tomber dans le cadre d'une application que je vous propose ensuite corriger. Donc, application, la société Archi a un capital social de 400 000 euros, qui est composé de 10 000 actions, donc de valeur nominale 40 euros. Comme ses capitaux propres ont une valeur de 800 000 euros par rapport aux 400 000 euros, elle décide de procéder à une augmentation de capital par incorporation de réserve, hein, pour restructurer un petit peu son capital. Elle décide de créer des actions gratuites à raison d'une action gratuite pour 10 anciennes actions. Et donc, je vous propose qu'on réponde à 3 questions. Dans un premier temps, calculer le nombre d'actions gratuites qui ont été mises, calculer la valeur du droit d'attribution, et enfin, enregistrer les écritures d'augmentation de capital. Donc, je vous conseille d'essayer de faire, ou au pire, vous regardez la vidéo, et puis vous essayez de refaire sans regarder la vidéo, pour ensuite vérifier que vous avez compris. Je vous laisse faire pause, et on se retrouve tout de suite. Alors, j'espère que vous avez fait l'exercice. Je vous propose la correction. Si besoin, vous regardez la correction, et puis dans quelques jours, vous réessayez de le faire sans regarder la correction. Donc, première question, le calcul du nombre d'actions émises. Donc, on a actuellement 10 000 anciennes actions. On crée une nouvelle action pour 10 anciennes. Donc, on va créer 10 000 divisé par 10. On va créer 1000 nouvelles actions. Deuxième question sur la valeur du droit d'attribution. Au départ, on a une valeur avant augmentation de 10 000 actions qui valent 800 000 euros. Donc, l'action vaut 80 euros. Après augmentation de capital, on a 10 000 plus 1000, donc on a 11 000 actions qui valent toujours 800 000 euros. Donc par division, on va trouver que après augmentation de capital, l'action vaut 72,73.
le droit d'attribution est là pour compenser la perte de valeur de l'ancien actionnaire. Là, vous voyez bien hein, qu'on a une perte de valeur de l'action. Donc, le droit d'attribution, c'est tout simplement la différence entre la valeur initiale, 80 €, et la valeur après augmentation, 72,73 €. Donc, le droit d'attribution est à une valeur de 7,27 €. C'est-à-dire qu'on va allouer ce droit d'attribution et ce droit d'attribution pourrait être revendu à minima à 7,27 €. Troisième question sur la comptabilisation. Alors j'ai fait simple, hein, puisqu'on n'a pas beaucoup d'informations dans l'énoncé. Et donc on a une incorporation réserve qui conduit du coup à une augmentation de capital. On fait une augmentation de capital de 1000 actions de nominal 40 €. Donc ici, il s'agit d'avoir une incorporation de réserve de 40 000 € qui conduit à une augmentation de capital, donc un capital souscrit, appelé, versé de 40 000 €. Donc j'ai essayé de synthétiser, d'organiser les différents cas de figure. Il y en a d'autres, hein, mais l'idée c'était d'être un petit peu synthétique, même si la vidéo, je pense déjà, est assez longue. Vous pouvez faire des pauses, vous avez peut-être fait des pauses. Je voulais vous demander, j'ai fait une vidéo d'exercice un peu plus complexe, d'exercice corrigé sur la constitution de société, savoir si vous en avez besoin sur l'augmentation et la réduction de capital. J'attends vos réponses en commentaire. En attendant, je vous souhaite surtout bon courage, bon apprentissage et à bientôt.